Depuis quelques mois, j'ai commencé à écrire le journal d'un sociologue à contretemps. J'aurais pu écrire des mémoires, mais j'avais envie d'avoir une écriture qui est liée aussi au temps actuel, et donc de n'être pas simplement enfermé dans un mouvement rétrospectif. Bon, il est vrai qu'à la campagne, dans un coin perdu comme ici, tout est propice pour écrire ses mémoires. Dans la campagne où je vis, comme partout ailleurs, je pense aussi, il y a une telle obsession de la patrimonialisation que ça me met plutôt dans un état de colère, quoi. On a l'impression que partout, il y a une sorte de restauration des choses. Et cette restauration, elle prend l'allure d'un comme si c'était encore vivant, quoi. Et en fait, l'effet est complètement inverse. C'est-à-dire que ça produit un effet de mort, quoi. C'est-à-dire une survivance, mais une survivance complètement artificielle et surtout magnifiée par la restauration. Alors dans ce journal, ce que j'aime bien, c'est d'essayer de repenser les choses, mais en les faisant traverser tout le temps par des choses qui arrivent, quoi, en quelque sorte. Une sorte de, de présence de l'instant, justement, de l'instant présent, de l'événement présent, même s'il n'y a peut-être plus d'événement, ça je ne sais pas. Moi j'ai toujours l'impression de vivre dans un monde qui est insensé, il ne doit pas être le seul quand même. Et du coup, les interprétations qui ont une origine plus subjective, qui ne prétendent pas à l'objectivité, et encore moins évidemment à la vérité, ces interprétations-là, elles sont fondées sur un arbitraire total, quoi, en quelque sorte. Et c'est cet arbitraire total qui est à l'origine certainement de la manière dont on perçoit la façon dont le monde est insensé. Par exemple, j'avais commencé un livre, ça m'amuse toujours, et puis on me dit souvent par cette phrase, si chaque matin, en se levant, on se posait la question être ou ne pas être, cette fameuse question, eh bien, on se recoucherait aussitôt normalement. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui reste présent, quoi. Parce que c'est pas seulement le matin en se levant, mais c'est toute la journée. Il n'y a pas d'interruption pour que cette question soit tout le temps interrogative et nous mette justement dans un état, il y a des gens qui détestent ça, mais un état qu'on appelle la perplexité, et qui est pour moi, qui est jubilatoire. La perplexité, ça, c'est pas simplement une source d'angoisse parce qu'on ne sait pas où on va, etc. Et puis on est tellement étonné, c'est cet effet de surprise, quoi, que provoque l'état de perplexité. Et, et j'aime bien, dans un journal, justement, on peut écrire en état de perplexité permanente, quoi. Et cette absence de certitude, il y a quelqu'un qui en a magnifiquement parlé, c'est... ah ben ça y est, j'ai un trou de mémoire. Oh, voilà, c'est affreux. C'est Borges, voilà. C'est lui qui a fait l'éloge de la perplexité contre justement l'accumulation des connaissances certaines. Parce que la perplexité débouche toujours sur une pensée interrogative. Et moi, j'ai l'impression depuis que je suis enfant, il y a une interrogation qui se perpétue, et même à mon âge encore aujourd'hui, peut-être encore plus maintenant, et c'est ce rapport qu'une société entretient, mais
et qu'individuellement on entretient aussi, ce rapport entre la destruction et la conservation. Cette espèce de mouvement bizarre où il y a la peur, en fait, l'état de panique que peut provoquer toute figure de la destruction, d'effondrement des choses, de la catastrophe, etc. Et puis la finalité, quelquefois, de la conservation, même par exemple la conservation patrimoniale, cette finalité, elle est justement de conjurer l'angoisse de la destruction. Voilà, c'est-à-dire que ça marche très très bien ensemble. C'est un mouvement ambivalent, mais qui nous traverse tout le temps, en fait, qui est tout le temps présent. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de livres d'abord sur la peur, parce que c'était un trouillard finalement. Je voulais pas. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un coin perdu où je me sens protégé parce qu'il y a le cimetière qui est pas loin. Mais bon, c'est cette, cette, euh, cette obsession de la destruction. Je l'avais étant petit, étant enfant, ne serait-ce que dans les jeux, d'assister à ça. Par exemple, de construire un immeuble avec des cubes jusqu'au moment où il va s'écrouler, quoi. Et que la jouissance était le moment où il allait s'écrouler. Et puis de recommencer. Donc c'est ces figures de destruction, elles sont innombrables. Le, et donc il y a peut-être dedans un plaisir inavouable, mais que chacun a quand même, de la catastrophe, quoi. Et quand j'ai choisi comme titre d'un livre, par exemple, Le désir de catastrophe, c'était ça que je voulais dire, quoi, vraiment. C'est-à-dire comment on a cette jouissance inavouable de la situation catastrophique. Et, l'obsession sécuritaire dans laquelle on vit, qui est quand même à tel point que les normes, les règles se multiplient, on est écrabouillé par les règles. C'est tout ce qui est normatif devient complètement prégnant dans la vie quotidienne pour tout le monde. Or en fait, c'est l'effet, souvent c'est l'effet inverse que ça produit. C'est-à-dire que c'est l'organisation normative sécuritaire fait qu'en fait on est de plus en plus angoissé parce que on a comme une espèce de protection complètement imaginaire mais triste, morbide, quoi, qui est un point d'artifice incroyable, quoi. Et, euh, et donc on ne veut pas reconnaître la- oui, le plaisir de la peur, quoi. Il y a aussi un plaisir de la peur. C'est ça la perplexité aussi. J'aime bien les contradictions euh, que je vis et les contradictions de la société dans laquelle je vis. Je veux dire, j'ai jamais, si je peux me dire, on vit dans un monde pourri, bon, d'accord, ok. Mais après, une fois que j'ai dit ça, ou que plein de gens disent ça, il y a des choses qui se passent, quoi, et on vit, quoi. Donc, le fait de choisir un coin perdu comme celui-là, euh, pour moi, c'est aussi un lieu d'interférence de toutes ces contradictions et de ces pensées que je peux avoir. Et le fait que ça soit un coin perdu, ça me met en colère parce que je suis en dehors, en fait. Je suis à contretemps, évidemment, de fait. Je me trouve à contretemps de fait. C'est pas du tout l'idée de se ressourcer, comme on dit. Maintenant que tu es vieux, tu vas te ressourcer. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est pour la merde de la longévité débile. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas se ressourcer. C'est au contraire être confronté à cette colère, quoi. Et d'en tirer une force d'écriture aussi. C'est-à-dire la colère, c'est une force d'écriture. Je même si je suis encore tout seul, on a l'impression d'être en colère tout seul dans son coin, mais bon, on écrit, quoi. L'écriture, c'est une adresse au monde, même s'il y a 3 lecteurs, ça n'a pas d'importance, hein, je veux dire, ça c'est pas grave, mais c'est une adresse, quoi.
on parle à quelqu'un d'autre de cette colère. Peut-être qu'il y a aussi dans le coin perdu l'idée d'une... Et c'est pour ça que ce journal, j'y suis attaché, c'est que en fait, il y a aussi l'idée d'une ironie du monde qui est là, quoi. C'est-à-dire une forme c'est beau parce que c'est une dérision, mais c'est pas une dérision cynique. C'est une dérision vitale, quoi, qui est belle, quoi, et qui est collective, par exemple, qui est apparue collective. Quand il y a eu les Gilets jaunes, par exemple, ici, à un rond-point, à Vassy, ça a un côté, mais complètement... on peut se dire, mais c'est pas vrai, quoi. Il y a 2000 habitants, il n'y a même pas un rond-point, il a fallu qu'ils fabriquent pour que ça tourne quand même un peu. Et puis, il y a 4 gilets jaunes, ils font brûler des pneus. Je pourrais me dire de façon cynique, c'est ridicule, c'est rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette campagne par rapport à ce qui se passe aux Champs-Élysées à Paris, quoi, etc. Gna, gna, gna. Mais non, justement non. Non, il y a une puissance incroyable dans cette forme-là de la dérision qui n'est pas cynique et qui n'est pas qui est liée à des situations, qui est liée à des interférences de pensée collective, même si c'est que fragmenté de cette façon presque parodique dans des petites villes. Ça a une puissance justement à cause de ça, peut-être encore plus, parce que l'ironie, l'ironie, oui, elle est douce, quoi. Je sais pas, elle est quelque chose qui séduit parce, parce qu'elle n'a pas cette façon d'être, de rendre ridicule les choses justement. C'est une jolie parodie. Et il y a peut-être pour d'autres situations la même chose, quoi. C'est-à-dire que il y a pas je sais pas moi, par exemple, je rentre dans un bistrot, il n'y en a plus de bistrot dans la campagne, ils ont tous disparu en moins de 20 ans, mais il y en a encore, et si je rentre dans un bistrot, par exemple, je suis étonné chaque fois d'entendre des phrases que les gens qui boivent au comptoir, là, d'entendre des phrases qui sont quand même surprenantes sur le rapport qu'ils peuvent avoir, que ces gens-là peuvent avoir à la société. Et par rapport aux institutions dont ils sont partie prenante, quoi, aussi. Et c'est des phrases qui ont toujours une force d'ironie, mais cette force d'ironie, elle a quelque chose de presque objectif. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui tourne en dérision quelque chose, quoi. Il y a autre chose. Il y a une ironie collective qui s'exprime dans le langage et particulièrement dans un bistrot, quoi. Pas dans un centre culturel, hein. C'est pas la même chose. Il y a un détournement de la conceptualisation institutionnelle, quoi. Moi, j'avais étudié à une époque ce qu'on appelait à l'époque des sémantiques institutionnelles, c'est-à-dire tout le vocabulaire conceptuel qui est utilisé dans les pas que dans les institutions, mais en général, quoi, et qu'on est obligé d'avoir, quoi. Il y a une sorte d'impératif conceptuel que les gens sont obligés d'avoir aujourd'hui. Par exemple, magasin de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire un magasin de proximité ou lien social, ou église de proximité, pourquoi pas, moi je sais pas, des choses comme ça, quoi. Proximité, de proximité, ouais. Bon, bref, ce vocabulaire-là, il est intenable. Et quelque part, les gens qui sont dans les bistrots, qui ont l'air d'être des ploucs ivrognes, et ben non, ils rient de ça. C'est ça, la plupart de l'objet de leur rigolade, c'est toujours, ça revient là-dessus. Donc c'est un processus, mentalement c'est quand même génial, c'est un processus de déconceptualisation de la société dans laquelle ils vivent.
J'assiste à ça, quoi. Alors par exemple, ces gens qui déconceptualisent la société dans laquelle ils vivent, ils ont vécu quand même le truc le plus faramineux qui puisse exister en 20 ans ou 30 ans, c'est la destruction radicale du lien social sur les territoires plus ou moins délaissés, etc. Le mot lien social, eux ne l'emploient pas, ce mot-là. Mais ce mot-là, il est insupportable, évidemment qu'il est insupportable. Ils ont assisté à la destruction de tous les liens de communauté pris en charge par les institutions elles-mêmes. Et, euh, et là, maintenant, c'est comme s'il y avait des programmateurs de liens sociaux qui déboulaient pour essayer de rétablir l'ordre du lien social, de le produire, etc. Et ben ça, c'est quand même, on en est à ce point-là. C'est-à-dire qu'il s'agit, d'un côté, il y a la destruction totale des liens de communauté, c'est joli, quoi. Et puis il y a un rétablissement institutionnel des considérations pour ce lien social qui en fait est plus ou moins repatrimonialisé. Évidemment, il subit aussi le même concours. On va avoir des caricatures patrimoniales du rétablissement du lien social. Voilà. Eh ben, moi je dis ça, on comprend rien de ce que je dis peut-être. Mais eux, ces gens-là qui sont des pochetrons dans le bar, eh ben finalement ils se moquent de ça quoi aussi. C'est vrai. Et sous un autre langage qui est le leur, mais c'est ça l'objet de leur ironie collective et qu'ils partagent en buvant au bar. À partir du moment où on est dans l'écriture, moi c'est quand même ça que je fais. Quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre de ma propre vie, si ce n'est que d'écrire, quoi. Donc quand on est dans l'écriture, on a envie, bien sûr, je peux par exemple écrire des récits, je le fais, j'écris des récits. Mais, euh, mais la sociologie, déjà, j'ai jamais cru à ce que ça pouvait être quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, c'est encore pire. C'est-à-dire que je me sens tout le temps avec le même déséquilibre, quoi. Et... Mais en même temps, j'ai envie d'écrire quand même. J'ai pas envie. Je pourrais très bien faire un journal qui soit pas le journal d'un sociologue à contretemps, par exemple. C'est c'est- c'est, euh, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de continuer à employer même le mot sociologie? Et finalement, mais c'est quand même une tentation pour moi qui est très 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 forte. Je peux pas ne pas m'interroger sur la société dans laquelle je vis, quoi. Jusqu'au dernier moment, je m'interrogerai à ma façon, mais je peux pas, quoi. C'est-à-dire même si je suis dans mon jardin complètement protégé, avec une retraite et tout, enfin j'ai tous les moyens de ne pas m'interroger en fait, de supprimer cette interrogation, je peux pas quoi. Je veux dire, je peux pas. J'écoute jamais la radio, j'écoute jamais, je regarde pas la télévision. Je préfère apprendre ce qui se passe dans le monde dans un bistrot quoi. Parce qu'il y a des commentaires en même temps et puis ils sont un peu bizarres quoi. Donc j'ai j'ai- j'ai toujours le désir en fait d'être étonné par les autres. Cette expectative de l'étonnement vient de l'état de perplexité dans lequel je suis. Voilà, c'est-à-dire ça s'entretient. Euh, donc les effets de surprise que peuvent produire les autres en général, ces effets de surprise, je me sens prédisposé, quoi. J'en ai envie, j'ai un désir de ça. Et comme je vois pas beaucoup de gens dans un territoire qui est abandonné, les rares personnes que je vois deviennent des espèces de personnages de romans incroyables, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces gens qui sont peut-être d'une banalité comme ça, deviennent vraiment des personnages. Et j'entends une fois une phrase, et puis le lendemain une autre, puis voilà, quoi. Mais si ça disparaissait, j'aurais l'impression de ne plus vivre, quoi.
d'arrêter de vivre en fait. Par exemple, je suis allé, alors oui, par exemple, oui, ça me revient, je suis allé au bar à Paris, l'Écluse, qui se trouve exactement, qui est un très beau bar, et qui se trouve juste à Saint-Michel. Bon. Or, ça faisait peut-être 3 mois ou 6 mois que j'étais pas allé, je rentre et tout avait changé. Et c'était un bar quand même qui avait son épaisseur d'histoire en quelque sorte. Et tout avait changé. Et à tel point d'ailleurs qu'il y avait des Américains qui buvaient du Coca-Cola alors que c'était un bar de vin de Bordeaux assez exceptionnel. Bon, et ben la dame, je lui dis, mais madame, je reconnais pas le bar. Tout a changé, quoi. Elle dit non, monsieur, c'est le concept qui a changé. Le concept a changé. Et voilà. Ça résume parfaitement ça. On arrive à un tel degré de démonstration de la réflexivité conceptuelle qu'on croit qu'on est intelligent et qu'on peut le prouver. On le prouve parce que c'est le discours, c'est tout. On ne se rend pas compte, on n'emploie pas le mot délire conceptuel. Mais quand on voit par exemple pas seulement les papiers administratifs, mais même le langage qui est tenu, qui peut être tenu par un politique ou par un banquier ou je sais pas quoi moi. Mais tous les types de discours qu'on entend, les types de papiers qui circulent, etc., prouvent bien qu'on est dans une espèce d'aventure conceptuelle complètement délirante, quoi, sans fin, et qui prétend, en fait, qui prétend donner la preuve de la capacité de réflexivité de la société elle-même. C'est ça qui donne cette preuve. Or les gens que j'évoquais dans les bars, par exemple, c'est bien de ça qu'ils se moquent. Et puis, il n'y a pas que dans les bars, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais il y a une révolte contre ça, quoi. Et dans un sens, c'est rassurant, parce que ça veut dire que c'est peut-être ça l'expression de l'intelligence collective. Enfin, d'une forme d'intelligence collective. Mais en même temps, évidemment, on peut se demander dans quelle mesure l'ironie collective poussée jusqu'à quand même un certain degré assez fort, quoi. Cette ironie collective, comment elle pourrait avoir une incidence effective sur le plan des déterminations politiques. Et là, on a des doutes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On a toujours cette impression que les formes d'ironie collective, même les plus exacerbées, tournent à l'impuissance dans le réel, quoi. Et n'arrivent pas à avoir une incidence de changement ou de métamorphose du réel. Comme si l'ironie collective, même très forte, elle a quelque chose d'incantatoire, quoi. C'est ça qui est fort, quoi. C'est incantatoire. C'est comme il y a un appel dedans, un appel à, on peut pas rester comme ça, quoi. Voilà, ça, il y a un appel et un appel communautaire, un appel d'une communauté. Mais cet appel, il n'a pas d'écho.